Avec nos mains libres, sans armes, mais surtout Nibib, nous venons au nom du magistère de la parole, dûment reçu par vous, très chers téléspectateurs, vous dire ce que l'on ne vous a pas dit autour de ces faits d'actualité qui vont donc nous permettre le temps de cette édition, 14h, 17h, faites la soustraction 17-14, vous comprendrez le temps que nous prendra cette autre édition du débat panafricain. Pour nous accompagner dans cette lutte ô combien importante, cette lutte de la libération des continents du peuple africain, il fait partie donc de l'une des voix qui compte, qui comporte d'ailleurs en ce qui concerne la jurisprudence, j'ai failli dire les questions juridiques, mais son analyse des faits d'actualité est aussi assez intéressante. J'ai nommé Maître Janvier Momo qui est d'un autre. Bonsoir Maître. Bonsoir Monsieur Doum. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Bonsoir aux copanélistes qui sont sur Zoom. Je pense qu'il y en a. Tout à fait, Maître. Un bonsoir particulier aux techniciens sans lesquels nos émissions ne sont pas possibles. Alors, Monsieur Doum, c'est un plaisir de faire partie de votre plateau d'aujourd'hui parce que pour moi, c'est un plateau résumé et un plateau qui nous permet de faire une conclusion hâtive sur l'avancée du panafricanisme dans le continent, dans le monde et surtout une appréhension que nous avons du travail fait depuis près de 10 ans et surtout et enfin un travail qui doit nécessairement aboutir à ce que les Africains souhaitent, c'est-à-dire une véritable indépendance, une véritable souveraineté et surtout une considération accrue de l'opinion publique internationale africaine. C'est ce que nous réclamons sur les plateaux depuis 10 ans. Parce que nous avons toujours l'impression que l'opinion publique africaine ne compte pas. On connaît l'opinion publique occidentale. On connaît l'opinion publique russe. On connaît l'opinion publique chinoise. On connaît l'opinion publique asiatique, eurasiatique et même au niveau des États arabes, parce qu'ils ont de la pointe, mais l'opinion publique africaine est souvent très mal entendue, elle n'est même pas souvent présente, et c'est ce que nous réclamons. Je pense que le président Macron est venu à Yaoundé, au Cameroun, il a continué par le Bénin, il a terminé par la Guinée-Bissau. Ce sont des étapes, une triptyque très importante. Le chiffre lui-même en dit long. Nous, on a eu peur que ce ne soit les chiffres 6 qui ont accompagné les 666, les chiffres de la bête qu'il a atterri à Yaoundé avec. Malheureusement, les esprits cosmiques au Cameroun ont neutralisé et ont amené le président Macron à écourter un voyage, une visite. Alors qu'il y avait une réception à lieu fait d'ailleurs par le président de la République. Ce sont des éléments importants pour nous. D'accord, merci à vous Maître Janvier Momo et on va donc aller rapidement au pas de course sur le grand Zoom. Luc Michel, notre géopoliticien qui nous retrouve encore comme chaque jour lorsque l'appel lui est fait. Merci infiniment très cher monsieur pour ces longues années du combat aux côtés donc de vos pères. Messieurs, on va donc rentrer de plein pied autour du sujet d'accueil puisqu'on évoque cette déstabilisation du Mali. Comment ne pas parler du Mali alors que c'est un État qui semble désormais se dresser comme un État modèle pour plusieurs États africains aujourd'hui. Il faudra donc, Luc Michel, à côté clairement du jeu trouble, du rôle trouble que joue le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, tenter donc clairement de comprendre, je veux pas dire de conjurer, mais de voir clairement la nouvelle dynamique qui se met en place du côté de la Guinée-Bissau. Le discours prononcé par M. Sissoko Embalo a fait véritablement tâche sur le continent africain. Beaucoup se sont clairement réveillés pour tenter de comprendre comment est-ce qu'un monsieur comme cela pouvait clairement se mettre en faveur des intérêts français que de défendre purement cette question du Sahel qui nous est assez importante. Luc Michel, alors comment analysez-vous clairement le rôle que jouera très certainement, si jamais ce réveil du panafricanisme n'est pas conséquent, le président bissau-guinéen? Bonsoir, bienvenue. Bonjour à vous. Excusez-moi, mais on a des problèmes de connexion dus à la grosse chaleur. On a presque 40 degrés et la chaleur déconnecte les téléphones. Alors, Guinée-Bissau, ce qui se passe, c'est que c'est un État qui a failli, c'est un narco-État qui est aux mains des trafiquants de drogue et dans lequel l'État est déstabilisé par l'enlèvement dans les eaux territoriales internationales du vice-amiral de commandant la marine de Guinée-Bissau qui est emprisonné aux États-Unis. Il a été enlevé par les forces spéciales américaines. C'était l'homme fort de Guinée-Bissau et il a déstabilisé l'État.
Le président de Guinée-Bissau, c'était le protégé de Macky Sall. Mais Macky Sall a retourné sa veste géopolitique. Il est aujourd'hui du côté des Russes, comme l'a montré sa réception amicale à... Ouais, il est là. Luc, vous gardez la parole. Allez-y, je vous en prie. Des soucis de liaison avec vous, Luc Michel. On va donc clairement nous retourner vers vous, Saïd Larifou. Vous êtes Bissau-Guinéen. Est-ce que vous êtes, vous, clairement surpris par cette démarche prise par le président de votre pays qui joue clairement et sans, au risque même d'ailleurs de se cacher, la carte occidentale au cœur du Sahel aujourd'hui? Bonjour, bienvenue. Saïd Larifou, la parole est à vous. Oui, excusez-moi, puisque j'ai un problème de son. Je vous entends très peu. Alors, on tente d'apprécier davantage avec vous la posture prise par votre président. Vous m'entendez là? Nous vous écoutons, Saïd Larifou, et nous voulons apprécier à votre niveau bien, la posture que prend désormais le président Bissau-Guinéen. On l'a suivi lors de la réception du président Emmanuel Macron, se positionner comme étant désormais défenseur des intérêts de la France au cœur de la CEDEAO, l'invitant même d'ailleurs à désormais prendre place lors des réunions de cette organisation sous-régionale. Qu'est-ce qui justifie clairement aujourd'hui cette position prise par M. Sissoko Embalo? Bon, merci pour cette émission et merci pour l'invitation. C'est l'occasion, effectivement, pour moi et comme pour les autres amis qui sont invités, de nous exprimer sur cette actualité qui devient très dangereuse, je l'ai dit volontairement. C'est une actualité très dangereuse puisqu'on ne sait pas en réalité où va cette sous-région. On ne sait pas. Personne ne peut le dire. Où va cette région? Quelle est la réelle volonté de ceux qui ont le destin de cette sous-région? Que veulent-ils réellement? S'ils veulent le bien des populations de cette sous-région, je pense que la direction qu'ils ont prise est très mauvaise, elle est glissante, elle est dangereuse, elle entraîne déjà le désespoir et puis provoque déjà des morts. Ces dirigeants n'ont aucune conscience des conséquences des décisions qu'ils prennent. Je pense qu'il est temps, je l'ai déjà dit au cours d'une précédente émission et je l'aurais dit aujourd'hui, que on ne s'attend à rien, quoi, de ces dirigeants. Le contraire sera miraculeux. Mais tout ce qu'ils font, les actes qu'ils posent au quotidien, plongent la population dans un désespoir, mais profond. Moi, je pense qu'il est temps pour nous de mettre fin à toute forme de commentaires, de constats sur ce que nous attendons tous, à savoir leur échec. Il est grand temps pour nous, les Africains et les amis de l'Afrique, puisqu'il en existe, heureusement. Il est temps pour nous de nous asseoir, de mettre en place un dispositif institutionnel porté par les forces vives de tous nos pays africains, avec le soutien des amis de l'Afrique, ceux qui veulent le bien de l'Afrique et le bien de l'humanité, puisqu'il en existe sur tous les continents. Identifier les vrais amis des peuples d'Afrique pour faire ce que nos grands-parents ont fait pour arracher nos indépendances. Puisque nous devons nécessairement, non pas réagir par rapport à ce qu'ils font, mais agir dans l'intérêt de nos populations. C'est une démarche, pour moi, qui est nécessaire, puisque autant nos grands-parents se sont réunis, se sont identifiés sur les quatre coins de l'Afrique pour définir des objectifs communs pour toute l'Afrique. C'est ce que nous devons faire en ce moment. Ne pas nous atteler, passer notre temps à commenter les conneries de Ouattara, les conneries, les assassinats de Ouattara, les assassinats du président de Guinée-Bissau, mais de agir pour amorcer une nouvelle vision de l'Afrique. C'est comme ça que je conçois le panafricanisme. Heureusement que
en ce moment, nous disposons des instruments diplomatiques, des instruments juridiques et des instruments diplomatiques, politiques, diplomatiques et juridiques pour bénéficier de soutien nécessaire pour les pousser ces gens-là à l'extérieur. Alors, comment pouvons-nous accepter qu'une institution régionale comme la CEDEAO soit confiée à des gens qui sont incapables, chez eux, moi je parle de la Guinée-Bissau, qui sont incapables en Guinée-Bissau de respecter la constitution de ce pays? Ce sont ces gens-là qui ont en charge le destin des millions d'habitants d'Afrique de l'Ouest. Puisqu'il faut quand même le rappeler, le président de Guinée-Bissau, il a fait venir des militaires de la CEDEAO. On sait d'où sont originaires ces militaires. Venir en Guinée-Bissau sans l'aval du Parlement de Guinée-Bissau. C'est pas fini. Mais lorsqu'il a su que les parlementaires de Guinée-Bissau a s'apprêté à interpeller le gouvernement par rapport à l'envoi de ces militaires en Guinée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dissous le Parlement pour empêcher à ce que la représentation nationale ne se prononce pas sur cette question de violation de la souveraineté du peuple de Guinée-Bissau. Vous pensez que c'est ce genre de président qui est capable de définir des objectifs, d'assurer la sécurité à la fois juridique, l'état de droit, et puis la sécurité des populations, des peuples de l'Afrique de l'Ouest? C'est ce type-là qui a en charge le destin de cette sous-région. En réponse à la réaction de la classe des forces vives de son pays, et puis de la sous-région, en réponse à cela, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, nous allons mettre en place une force anti-push de la sous-région pour lutter contre les coups d'État. C'est ça la réponse. Ils peuvent rester chez eux, imposer la dictature, et si la population, par extraordinaire, par élan populaire, entend s'approprier son destin, les militaires seront là pour mater la population. C'est ça, en fait, la réaction. C'est la seule proposition qu'il a par rapport au problème de démocratie, au problème de représentation qui est dans la région. Merci. Au lieu de déployer les forces militaires qui existent pour lutter, soi-disant, contre le problème de sécurité dans la sous-région, il crée une autre force pour réprimer les forces démocratiques. Et ça, c'est inadmissible. Et c'est pour cette raison que je fais appel une nouvelle fois au rassemblement de toutes les forces d'Afrique, les forces progressistes. Et nous aurons des amis partout, en Europe, en Amérique, en Asie. Nous aurons des amis de la démocratie, les amis de l'Afrique, pour nous aider effectivement à nous débarrasser de ces chefs d'État qui sont là que pour leurs intérêts personnels. D'accord. Qui ne se rendent même pas compte dans quel état se trouvent les pays de la sous-région et l'Afrique en général. Ils seront là comme un syndicat de chefs voyous pour se soutenir mutuellement. Merci à vous, très cher Saïd Larifou. Vous êtes président de l'ONG panafricaine Waraba Africa. Vous êtes d'ailleurs Bissau-Guinéen. Alors, je vous donne la pardon, Général. Non, je suis comorien. Comorien, d'accord. Merci pour la précision. Général Issa Diawara, je reviens à vous. Mais je me sens concerné de tout ce qui se passe en Afrique, y compris en Guinée-Bissau. Tout à fait, puisque panafricain dans l'âme. Alors, Général Issa Diawara, je reviens à vous donc pour clairement comprendre qu'il y a désormais donc, on va dire, plusieurs complicités, foyers de complicité endogènes qui sont naissants au sort de la CEDEAO. Le nouveau foyer, comme on le découvre clairement, vient donc de la Guinée-Bissau qui semble clairement redonner vraisemblablement vie à une politique française au cœur du Sahel qui était complètement partie en lambeaux. Les prises de position des uns et des autres commençaient clairement à mettre en mal la présence de la France aujourd'hui. Tel que l'on a suivi le président Sissoko Embalo, il est clair que la France a désormais donc une nouvelle base arrière, passez-moi l'expression, beaucoup plus officielle, comme l'a été, du moins comme l'a annoncé
précédemment. J'arrive le président nigérian Mohamedou, que dis-je, monsieur Bazoum, qui a donc précédé celui que j'ai failli appeler. Alors, Issa Diawara, quand on comprend donc cela, on a envie de dire que cette bataille pour la souveraineté des peuples africains, ou alors des nations africaines, il faudra clairement la mener de bout en bout, puisque, eh bien, le colon semble davantage multiplier, je l'ai dit, les complicités endogènes. Ok. Merci. J'ai la parole? Absolument, général Issa Diawara. Ok, permettez-moi de vous saluer, de saluer tous ceux qui sont au plateau avec vous, saluer mes co-panélistes, les techniciens Afrique Média, tous les panafricains. Merci. Pour répondre à votre question, je vous dirais qu'il n'y a rien de nouveau. C'est plutôt l'Afrique en train de découvrir, on est en train d'étaler au grand jour tout ce qui était, en tout cas, toutes les combinaisons qu'il y avait contre l'Afrique. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Nous sommes en train de découvrir. Aujourd'hui, c'est l'ère de l'Afrique qui est en train de sonner, de sorte que l'Africain lambda est en train de comprendre ce qui peut se passer. Parce que cette lutte, cette bataille, ce combat, même cette guerre que nous sommes en train de mener contre l'impérialisme occidental, ce n'est pas quelque chose que simplement les dirigeants africains pouvaient gagner. Vous avez vu quand quelques dirigeants africains se sont frottés à ces gens, ils ont retrouvé la mort. Nous savons comment Modibo Keïta a fini sa vie. Nous savons Lumumba, nous savons comment Thomas Sankara a payé de sa vie. Nous avons tous été témoins, en tout cas, de l'assassinat du colonel Kadhafi. Et nous avons vu comment M. Laurent Gbagbo a été extrait de son palais. Donc c'est un combat qui doit être porté par le peuple. Aujourd'hui, l'Occident est en train de nous aider à faire porter ce combat par les peuples africains. À vouloir s'entêter, à vouloir s'approcher. Leur entêtement, bien sûr, contribue à faire porter le combat par le peuple. Sans le savoir, les diables sont en train de nous aider. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. La vérité est nôtre, la vérité est de notre côté. Donc nous avons aujourd'hui les outils nécessaires. Regardez tout ce que l'Occident tente en bien ou en mal. Il n'y a même pas de bien chez eux. Ce sont des trucs qui retournent au profit de l'Afrique. Les sanctions contre le Mali, vous voyez comment cela a soudé les peuples maliens. Comment cela a soulevé les peuples de la CEDEAO. Comment cela a permis même aux citoyens lambda de l'Afrique de l'Ouest, même de l'Afrique, de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la CEDEAO. Beaucoup de nos concitoyens, par exemple, ne connaissaient même pas la définition de ces outils. Dorénavant, non seulement nous connaissons ces outils, comment ces outils-là fonctionnent, mais ensuite, quel est l'apport de ces outils par rapport au quotidien de l'Africain lambda. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils sont en train de faire notre travail. Dire que la Guinée-Bissau serait la nouvelle base arrière, je ne pense pas que ça a été éloigné d'une base arrière depuis Amilcar Cabral, on sait comment lui il a terminé. Ambalo est l'enfant de la CEDEAO. Il est surveillé, il est sécurisé par la CEDEAO. Il a été envoyé, n'oubliez pas, quand les Goïtas sont arrivés au pouvoir, il a été dépêché à Bamako pour tenter de nous espionner. Il faisait semblant à l'époque de se moquer du président Ouattara. Il oublie qu'il avait en face de lui des vrais militaires de terrain, des forces spéciales, des gens qui savent jouer, diriger les coups. Et ensuite, lui, ce monsieur Ambalo, il n'avait besoin que de passer son entretien d'embauche. Après, c'est ça le boulot, cette tentative de vouloir espionner le Mali. Et il a passé, Macron est venu valider son entretien d'embauche. Parce que jusque-là, M. Ambalo était bloqué par le président, en tout cas Alpha Condé. N'oubliez pas qu'il ne s'attendait pas du tout avec Alpha Condé, qui ne se parlait même pas. Donc ce dernier, en tout cas, l'empêchait d'intégrer le club des grands. Il était accroché à Macky Sall comme Adama Barrow du Sénégal. C'est pourquoi, que les choses soient très claires, Macky Sall est et demeure jusqu'aujourd'hui un homme de la France-Afrique, jusqu'à ce qu'il pose des actes contraires. Donc c'est un homme de la France-Afrique, que cela soit très clair. Et c'est lui qui a contribué à fixer le Mali économiquement. Le Mali, c'est un allié de la Russie. Tout simplement parce que le Mali est allié à la Russie. C'est lui qu'ils ont fait écrire un communiqué, pas d'autre façon, un communiqué, je ne sais pas comment, pour dire qu'il est Wagner au Mali. Macky Sall a quelle preuve qu'il est Wagner au Mali? Donc bref, c'est lui qui est allé supplier Vladimir Poutine pour débloquer
les céréales pour les Européens, sans demander aux Européens d'abord de lever les sanctions injustement imposées à la Russie. Donc il est au crochet de Macky Sall et de M. Adama Barrow de la Gambie. N'oubliez pas qu'Alpha Condé et Macky Sall s'étaient presque fermé les frontières. C'est vrai qu'on peut avancer des raisons de Covid, mais nous savons ce qui se passe. Mais il a des ambitions, ce monsieur-là, Adama Ambalo Sissoko, qui a une mère qui est d'origine malienne. Il doit avoir un côté malien, mais sans doute lui, ce n'est pas un bon malien. Il a des ambitions politiques et il a besoin d'un soutien de taille. Parce qu'il sait que son pays est gangréné par des gangsters. Il ne peut pas régner comme ça. Il y a des chefs d'État qui ont été abattus comme ça. Donc pour lui, il faut s'accrocher à la CEDEAO. Et qu'est-ce qu'il veut de la CEDEAO? Je vais vous dire. La Guinée-Bissau est aujourd'hui un terrain d'expérimentation de la CEDEAO. C'est que la France a voulu faire du Mali. Expérimenter l'Europe de la défense au Mali. Amener des pays comme Lettonie, je sais pas, Estonie, tous les pays européens, Macron la France les avait amenés au Mali, des forces spéciales, certains avec 80 militaires, d'autres 120, pour s'entraîner au Mali, s'exercer au Mali, essayer de préparer quelque chose pour l'Europe, à partir du Mali, bien sûr. C'est là que le colonel Goïta, les 5 colonels du Mali ont dit non. M. Ambalo, lui, il est un terrain d'expérimentation de la CEDEAO, c'est ce qu'il faudra comprendre. Parce que c'est à la CEDEAO, la force aujourd'hui, les armées de la CEDEAO se trouvent au niveau de la Guinée-Bissau, sécurisent le président de la Guinée-Bissau. Et il veut qu'une force anti-push soit créée et expérimentée à partir de la Guinée-Bissau. Lui, il a fait de son pays un terrain, un champ d'essai. Un champ d'essai pour la sauvegarde militaire des intérêts des Occidentaux. En échange, qu'est-ce qu'il a obtenu? C'est pourquoi il est sorti très joyeux. Il a reçu son entretien d'embauche avec M. Macron. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné la promesse de pouvoir s'éterniser au pouvoir, de pouvoir écraser ses opposants politiques, de pouvoir, en tout cas, régner comme Ado en train de régner un peu sur la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a obtenu. M. Ambalo est en train d'être le piqué d'une maison qui est en train de s'effondrer. Une maison qui s'écroule. J'aimerais que la maison qui tombe, M. Fabrice, je vous conseille, éloignez-vous de là. Mais lui, puisqu'il n'est pas malin, il n'est pas intelligent, il voit que sa propre personne, il court, il va s'abriter. En tout cas, il veut aller soutenir, être un pilier d'une maison qui est en train de tomber. Vous comprenez le reste? Le coup d'État relève, je rappelle à M. Ambalo, que le coup d'État relève d'une situation interne. On ne lutte pas contre le coup d'État. Lutter contre le coup d'État, c'est lutter contre d'abord les causes du coup d'État. Et il sait pourquoi dans tel ou tel pays, il y a coup d'État. Pour lutter, la meilleure façon de lutter contre le coup d'État, c'est de lutter contre les causes du coup d'État. Il doit comprendre cela. Qu'est-ce qui fait que dans un tel pays, on fait coup d'État? C'est de cela qu'il est question. Pourquoi la CEDEAO ne doit pas travailler à lutter contre les causes du coup d'État? Ou bien il pense que la CEDEAO va demeurer un syndicat des chefs d'État. Mais cela ne va pas perdurer. Ça ne va pas rester longtemps. Il faut une force. Nous, ce que nous attend de lui, en tant que président marionnette de la CEDEAO, c'est une force d'expulsion des forces étrangères au sein de la CEDEAO. Nous voulons qu'il mette ça sur la table. Une force qui puisse aider l'Afrique à se débarrasser des forces étrangères. Il ne peut pas le faire. Il va se débarrasser. Les forces étrangères, terroristes, là. Tous les terroristes là sont là uniquement parce que les forces étrangères sont là. Si les forces étrangères là ne sont pas là, il n'y aura pas de terroristes ici. S'il n'y aura pas de forces étrangères à Libye là, il n'y aura pas de terroristes ici. Donc quand les terroristes vont partir là, dans leur bagage là, les terroristes là auront faim, ils vont déposer les armes. Mais tant qu'ils sont là, les terroristes se nourrissent de... Nous voulons cette force anti-putsch. Mais Ambalo, nous la voulons. Mais quand? C'est ça le problème. Nous la voulons quand la CEDEAO sera africaine. Nous la voulons quand à la tête de la CEDEAO nous aurons uniquement des dirigeants panafricains. Nous la voulons quand la CEDEAO sera celle des peuples. Mais nous ne la voulons pas actuellement quand la CEDEAO est celle de la France. D'ailleurs, il a tenu ce discours aux côtés du président français. Nous ne la voulons pas maintenant quand la CEDEAO est un instrument de l'impérialisme contre les peuples africains. Il devait demander à la France qui était à ses côtés de dédommager l'Afrique pour tous les crimes. Nous avons perdu plus d'un dixième de nos populations à cause de l'esclavage. Il n'y a rien de ceci, il n'y a rien qui se passe.
Tout ce qui l'intéresse, arrêter les pushs, parce que les pushs sont en train de faire effondrer les intérêts occidentaux. Parce que les Occidentaux ont mis à la tête de nos pays, ont développé des instruments précis qui empêchent les panafricains, les patriotes, d'accéder au pouvoir. Donc, ceux qui veulent accéder au pouvoir, des corrompus, des vendus, qui vont d'abord s'incliner humblement à l'Élysée, à Londres, aux États-Unis, un peu partout. Nous voulons des Africains à la tête des pays africains. Et quand nous aurons les Africains à la tête des pays africains, nous mettons une force anti-push pour empêcher qu'aucun pays africain ne retombe entre les mains de ces voyous-là. Merci. Très cher général Issa Diawara, Suleiman Hamza, je crois que vous êtes à Cotonou. On vous accueille également avec ce fait donc d'actualité. On a dit la liste des ennemis du Sahel ne cesse de se rallonger. Bazoum, Alassane Dramane Ouattara et le très récent, triste célèbre d'ailleurs, Sissoko Embalo qui se place donc désormais comme étant le garant, le dernier des intérêts de la France-Afrique au cœur du Sahel, ce qui nous permet donc de comprendre Suleiman Hamza qu'il faudra clairement du temps, mais surtout de la force, de la hargne, de la grinta, passez-moi l'expression, pour complètement éradiquer donc ces ennemis, et bien de la souveraineté, puisqu'on parle du Sahel, de ce Sahel-là qui est au cœur des nombreux enjeux, ô combien importants géopolitiques, géoéconomiques et même, on va le dire, géospirituels. Quelles leçons peut-on en tirer au cœur autour donc de cette sortie récente, déjà dit sortie malheureuse du président Sissoko Embalo? Bonjour à vous, bienvenue. Bonsoir chers frères, bonsoir à la galaxie patriotique panafricaine, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à mes co-panélistes et surtout aux techniciens tapis dans l'ombre qui font un travail merveilleux. Qu'il soit retenu ceci, que la sortie, n'est-ce pas, du président Embalo reste pour nous comme étant un non-événement. Vous voyez? Je suis malheureux et triste de constater que le président Embalo, qui à sa prise de pouvoir avait une posture panafricaniste, répondait même au tac par rapport à des choses comme le troisième mandat par exemple, où il s'est offusqué en disant que c'était inadmissible. Le comportement de certains dirigeants dans la sous-région qui étaient des donneurs de leçons à tout va, c'était le cas entre lui et le président Ouattara, aujourd'hui prennent les devants, n'est-ce pas, et à ciel ouvert d'ailleurs, à Mondo Vision, en expliquant que voilà, désormais, il va falloir que la donne change au niveau de la CEDEAO. Mais je voudrais attirer son attention sur quelque chose de particulier. La CEDEAO est régie par des tests. Elle est régie, c'est une institution qui est régie par des tests et lesquels tests devaient être mis en application. Et pour les mettre en application, il faut d'abord les lire, les comprendre, les connaître quelles sont éventuellement les lois, n'est-ce pas, qui régissent cette organisation, jusqu'où on peut y aller et jusqu'où on doit s'arrêter. Le président Embalo, je crois, s'est pris à contre-pied en annonçant à Mondo Vision la création d'une force anti-push. Je rappelle ici aux téléspectateurs que je suis un ancien soldat et que de mon point de vue, je pense qu'il est dans un dilatoire total. C'est une vue de l'esprit, à mon avis, et je pense qu'il va vite faire de se rhabiller pour la simple raison qu'il aurait déjà dû s'entretenir avec ses pairs de la sous-région. Ce qu'il n'a pas fait, ce qui le met d'abord en contradiction avec ses pairs de la sous-région, et d'autre part, cela le met d'autant plus en contradiction avec les lois et réglementations qui, n'est-ce pas, instituent cette organisation-là qu'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nos chefs d'État n'ont pas souvent l'habitude de lire les tests qui régissent les organisations dans lesquelles ils rentrent. Ils sont intégrés, je veux dire. Le deuxième point qui me paraît, je dirais, un peu rigolo, c'est la posture qu'il nous a montrée à l'arrivée du président Macron.
C'est à croire qu'il y a eu un deal de ténèbres, un deal qui ne dit pas son nom et qui, ma foi, lui permet de venir bomber le torse à la face des Bissau-Guinéens en premier. D'autre part, son comportement peu régalien dans les rues de Bissau, où il s'enlève la cravate, je ne sais pas, il la jette à un garde-corps. Je pense que quand on est chef d'État, il y a un minimum de tenue. Il y a un comportement, n'est-ce pas, citoyen à avoir. Et il n'est pas en ce sens-là le bon exemple. Je l'ai souvent défendu sur des plateaux de télévision par rapport à ses postures panafricanistes. Mais je viens de remarquer, après cette sortie-là, qu'il a rejoint la malle des crocodiles. Mais vous savez, l'Afrique reste, à tout point de vue, une Afrique combattante. La jeunesse à laquelle d'ailleurs nous appartenons aujourd'hui est une jeunesse, cette jeunesse-là qui est non seulement réveillée, elle est éveillée et elle s'est fixé un objectif. Se débarrasser non seulement de l'impérialisme international, mais aussi de ses valeurs locaux. Et si cela fait l'objet, et je cite toujours le Mali en exemple, si cela fait l'objet de manifestations, si demain une manifestation se déclarait en Guinée-Bissau, qu'il y avait une partie de l'armée qui prenait cause, ce qui est d'ailleurs légitime pour le peuple, puisque la démocratie, c'est, n'est-ce pas, la loi du peuple, pas le peuple et pour le peuple, il va falloir que lui, en ballon, réfléchisse à savoir, n'est-ce pas, déjà, qui s'interroge déjà sur son arrivée au pouvoir. Je crois que c'était dans ce genre de manifestation qu'il y a eu le coup d'État constitutionnel qui lui a permis, n'est-ce pas, d'en arriver là où il est. Donc, les leçons à donner, n'est-ce pas, aux panafricanistes, je pense qu'ils sont un peu en retard. D'autre part, la non-concertation avec les chefs d'État, ces pairs de la sous-région, en allant annoncer, n'est-ce pas, la création d'une telle force, je pense que c'est une vue de l'esprit. Et en dernier, je pense que ils doivent se réveiller désormais, nos chefs d'État, et prendre connaissance des textes qui régissent, n'est-ce pas, les organisations dans lesquelles ils sont intégrés. Je crois savoir qu'ils ont des conseillers juridiques qui s'intéressent un peu à lire ce qui se passe autour et surtout à avoir une analyse géostratégique, militaire et sécuritaire de la sous-région. J'aurais été de son avis si, par exemple, il proposait la création d'une force, d'une unité antiterroriste spécialisée, n'est-ce pas, dans la lutte contre le terrorisme. J'aurais été un peu perplexe en disant, bon, l'Afrique en a besoin, surtout qu'il faut reconnaître que depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, à travers l'ancien président de la Guinée, je veux dire, j'oublie son nom, celui qui est arrivé après Dadis Camara, il a été confié la formation d'une armée africaine qui d'ailleurs jusqu'à là n'a pas trouvé, n'a pas eu gain de cause. Nous sommes toujours là dans ce dilatoire, on n'arrive pas à régler les problèmes importants, on se cache derrière, n'est-ce pas, sa propre protection en voulant aller créer une force anti-putsch. J'aimerais bien, je serais curieux de savoir quels seront les États, n'est-ce pas, qui vont participer à cette force anti-putsch. Et pour chuter enfin, je suis complètement retourné. En ce sens-là que je constate au niveau de mon pays ici qu'il y a eu un Français qui avait été arrêté pour trafic de drogue. Je crois on a retrouvé, à mon avis, hein, si j'ai bien lu le document, 145 kg de drogue dans son conteneur. Et au passage du président Macron, ce monsieur-là a été libéré. Il est remonté dans l'avion du président Macron et qu'est-ce qu'il devient? Que deviennent les condamnations qui l'ont emporté dans la prison? Nous nous posons des questions du savoir si véritablement nous sommes face à une justice équitable. Il y en a d'autres qui croupissent là, qui dorment là, qui sont encore couchés là dans la prison, pendant que lui,
son président vient de je ne sais où, vient de chercher, l'emporte. Est-ce que nous sommes véritablement face à des chefs d'État qui ont le souci, n'est-ce pas, du lendemain, du mieux-être de leur population? Et surtout, vous savez que dans nos États, sans la justice, vous chutez s'il vous plaît, je vous en prie. Oui, donc je chuterai en disant, vous savez que dans nos États, sans justice, vous livrez votre pays à un bordel total. Il va falloir que nos chefs d'État disent qu'ils s'y conforment. Le président Gbagbo nous l'a dit plusieurs fois. Et surtout, qu'ils aient une idée de ce que la sous-région représente à l'heure actuelle en termes de sécurité, et surtout ne pas verser dans du dilatoire, genre force anti-putsch. Parfois, vous créez des forces qui se retournent contre vous. Et ça a été prouvé ailleurs. Merci à vous, Suleiman Hamzat. Eh bien, Maître Momo, qui est clairement M. Sissoko Embalo? Que vaut-il au cœur du Sahel? Je pense que les Africains doivent comprendre que l'esclavage a réussi parce qu'il y avait des Africains qui étaient tellement soumis aux esclavagistes qu'ils jouaient le rôle intermédiaire, c'est-à-dire celui de constituer des forces pour aller arrêter leurs propres frères et livrer aux esclavagistes. C'est l'une des forces qui a fait en sorte que l'esclavage prospère et atteigne les objectifs des esclavagistes. Il fallait qu'il y ait des relais sûrs sur le plan local. Sur le plan de la politique aujourd'hui. Parce que nous disons que les colonialistes, les impérialistes ont utilisé et continuent d'utiliser jusqu'au jour d'aujourd'hui les mêmes méthodes. Il faut être sûr, pour des impérialistes, d'avoir des nègres de maison, c'est-à-dire des relais locaux, de leurs idées, de leurs idéologies et de leurs plans macabres, qui doivent perpétrer ces plans sur les populations et sur les objectifs qui sont clairement sélectionnés. Embalo Sissoko fait partie de ces nègres de maison. Et de plus en plus, il inquiète. Le précédent copanéliste vient de vous dire que au niveau de la CEDEAO, c'est le principal semeur de troubles à l'heure actuelle. Je dis, et l'impérialiste, l'Élysée sait que désormais, à côté du président Alassane Dramane Ouattara, il y a un homme à poigne, et qui plus est un militaire, qui est capable d'assumer certains objectifs, même les plus inavoués, et même les plus sordides. C'est la raison pour laquelle vous allez voir la touche d'Embalo Sissoko un peu partout dans des États au niveau de la CEDEAO. Alors, si Alpha Condé a été troublé pendant son règne par un voisin, c'est Embalo Sissoko. J'ai dit c'est Embalo Sissoko. Si la transition de 2010 en Guinée a eu des problèmes, des difficultés, les Sekouba Konaté, c'est Embalo Sissoko. Au Mali, mais il a voulu jouer un des rôles que beaucoup d'Africains se refusent aujourd'hui de l'avouer. C'est quoi? C'est que, fort de sa position d'homme en treillis, il a été envoyé au Mali pour convaincre le colonel Assimi Goïta et compagnie de lâcher la révolution qui avait été engagée au Mali avec de l'argent en prime, Cet homme. Alors, au niveau du Mali, il a constaté que ce n'était pas un coup d'État pour rire, que réellement il y avait des objectifs qui consistaient non seulement à remettre la population dans ses droits, dans le mouvement qui a été engagé par ces populations, mais aussi et surtout, ces militaires avaient une vision. La vision, c'est quoi? C'est premièrement ramener la sécurité dans un État en proie au djihadisme. Deuxièmement, mettre sur pied une perspective économique qui permette au Mali d'avoir la même mise sur ses ressources, au-delà de la détérioration des termes de l'échange, qui fait que c'est l'acheteur qui vient fixer le prix de la chose qu'il achète. Donc, il a constaté qu'au niveau du Mali, il y avait du sérieux.
Mais demandez à Embalo s'il a remboursé l'argent qu'il a reçu pour aller convaincre les militaires maliens. Un problème s'est créé à ce niveau. Il a été payé, il a reçu l'argent. Mais bien sûr, il faut bien comprendre. Le président Macron sait, avec tout l'Occident, qu'au niveau de la CEDEAO, il y a un autre homme de main. Surtout qu'il ne parvient plus à maîtriser le président Macky Sall. Il faut être clair. Et de l'autre côté, M. Ouattara, qui a maille à partir avec clairement avec ses pairs de la CEDEAO. Donc mais bien sûr, une autre figure qui pourrait clairement jouer le jeu. Mais il ne maîtrise plus Macky Sall, qui est engagé dans une perspective de développer naturellement son pays et désormais de poser des actes dans l'intérêt et pour le compte des Sénégalais. Donc, ils sont en perte de vitesse parce que au niveau de la CEDEAO, l'impérialisme est beaucoup plus. La France cherche des nouveaux hommes de main sur lesquels ils peuvent baser leur politique, baser et pérenniser leur politique que nous connaissons, celle de happer les ressources de chaque pays, de contrôler non seulement les richesses, mais aussi le pouvoir. Alors, Embalo Sissoko, aujourd'hui président de la CEDEAO, en exercice de la CEDEAO, je pense que nous pouvons faire l'économie aux téléspectateurs de leur dire ce que c'est que la CEDEAO. Paris et l'Occident, l'Union européenne, ils ont pensé la CEDEAO comme un remplaçant, comme une institution remplaçante de l'Union africaine. Lorsque vous regardez ce qui se passe à la CEDEAO, mais ils prennent des décisions avant de rendre compte à l'Union africaine, alors qu'il y a une organisation continentale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que au niveau de cette sous-région, il est question pour l'Occident aujourd'hui d'avoir la maîtrise sur des hommes clés qui peuvent pérenniser leur devenir, qui peuvent pérenniser leur politique et surtout des hommes qui sont capables de déstabiliser leurs voisins. Alors, nous pensons que monsieur... Mais maître, après, on veut clairement, on s'interroge davantage sur cette posture du président Embalo. On est quand même dans un pays lusophone qui puisait colonisé par le Portugal. Et donc, on se dit que clairement, là, on a une certaine marge de manœuvre. Comment est-ce qu'on peut arriver à descendre si bas? J'ai envie de savoir, maître. Non, vous savez, la 5e colonne est plus dangereuse que l'impérialisme lui-même. La 5e colonne, c'est-à-dire des hommes qui dans un pays ont le choix contraire de ce que les populations pensent. On a du mal à croire qu'on est en Guinée-Bissau d'Amilcar Cabral. C'est lui qui a bouté les Portugais hors de ce pays. On a du mal à comprendre comment est-ce que la Guinée-Bissau est rentrée dans le giron du CFA. Et vous posez des questions de savoir comment est-ce que la Guinée-Bissau ne doit pas intéresser le président Macron. Mais non, c'est un pays qui a pour monnaie le franc CFA. Et donc, Macron a le plus grand intérêt, s'ils peuvent utiliser Embalo Sissoko pour faire grandir leur écho aux côtés du président Ouattara, pour faire grandir l'initiative d'instaurer, de forcer et de faire un forcing sur l'écho remplaçant du franc CFA. Alors, il est le bienvenu au niveau de Paris. C'est la raison pour laquelle le président Macron jette un dévolu sur lui. C'est pas simplement parce qu'il est président en exercice de la CEDEAO aujourd'hui. Non. C'est parce que c'est un homme qui se prête à certains services. Que vaut-il? Alors, que vaut-il? C'est un État. On ne peut pas demander ce qu'un homme d'État vaut. Alors, si on doit procéder à un vote, mais attention, sa voix compte. Oui, mais dans le rapport de force au cœur de la CEDEAO, est-ce que lui, clairement, peut imposer, bien qu'il soit président en exercice de la CEDEAO, puisse imposer un rapport de force avec ses pairs de la CEDEAO qui, on le sait clairement, ont plus ou moins une longueur d'avance? Mais ces visions sont partagées par plusieurs chefs d'État de la CEDEAO. Qu'est-ce que vous voulez? Et dit sa vision, celle de constituer le relais sûr de l'impérialisme occidental version moderne. Mais certains de ses pairs de la CEDEAO sont avec lui, pour ne pas dire qu'eux ils fument le même calumet, ils marchent ensemble, ils partagent ensemble les mêmes points de vue, c'est ceux de représenter tout ce que l'impérialisme a besoin.
sur le continent. C'est pour ça que j'ai commencé en disant la colonisation, l'esclavage a réussi parce que il y a eu à un moment donné des hommes sur qui les esclavagistes pouvaient reposer leur vision d'esclavagiser tout un peuple. Il en est de même pour certains chefs d'État que nous avons malheureusement aujourd'hui. On a de la peine à savoir qu'il s'agit, M. Ndoum, quand même du pays d'Amilcar Cabral, qui, que vous le voulez ou pas, a une touche sur l'indépendance de ce pays, a une touche sur le panafricanisme naissant et a une touche sur l'Union africaine qui a été créée le 25 mai 1963. Les Amilcar Cabral ont eu leur mot à dire. Et dans le sens des intérêts africains. Alors, Embalo Sissoko, c'est... Mais attendez, vous venez d'entendre qu'il y a un trafiquant de drogue qui, à la veille de l'arrivée de Macron, a été libéré et est rentré dans la délégation du président Macron. Qu'en est-il du jugement qui a été rendu? Alors, d'ailleurs, dans un bain de foule, le président Macron lui a demandé de se défaire de son costume, de sa veste et de sa cravate. Et vous l'avez vu, il a fait sans ménagement. Il s'est exécuté. Mais oui, ce sont des nègres de maison. C'est la 5e colonne. Elle est extrêmement dangereuse pour le panafricanisme et pour l'avenir de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle c'est le mouvement qui est engagé au Mali. Il y a beaucoup d'ennemis de ce mouvement, monsieur Doum. Tout à fait. Et nous profitons de cette occasion pour dire merci à Doumbouya. Le simple fait pour lui d'avoir laissé la frontière Guinée-Mali ouverte a permis à ce que les exportations, les échanges par voie maritime du Mali continuent de s'effectuer pendant la période des sanctions. C'est ça l'amitié. C'est ça la collaboration entre les États. Donc nous pensons que des hommes pareils restent extrêmement dangereux pour le développement de l'Afrique et pour la nouvelle vision de l'Afrique, pour le panafricanisme que nous portons aujourd'hui et qui aura pour objectif la libération et l'acquisition de la véritable indépendance, la véritable souveraineté des peuples africains. Allez, merci à vous. Merci infiniment, continentalement. Maître Janvier Momo est le dernier invité pour sortir définitivement de ce sujet pourtant d'accueil, mais très intéressant. Maître, vous me le disiez d'ailleurs tout en off tout à l'heure, eh bien c'est patient, parfait d'homme, l'homme à la verve très pointue, avec des analyses somme toute assez précises. Alors, maître, monsieur Janvier Momo, vous le rappelez d'ailleurs, votre frère de combat, parce que partageant d'ailleurs la même vision au sein de l'Union pour les populations du Cameroun, l'un des plus vieux, sinon le plus vieux parti politique au Cameroun. Vous êtes également président donc du collectif Meki Africa, qui a quand même commis un certain nombre d'activités en prélude à l'arrivée du président Emmanuel Macron, des activités qui ont eu un écho plus que favorable. Et il y avait d'ailleurs des téléspectateurs, je crois, vendredi, qui demandaient quels sont clairement qu'est-ce qui en découle de ces activités de Meki Africa. Je crois que c'était Delphine de Bujumbura qui demandait cela. Vous avez peut-être l'occasion. Vous lui avez dit que vous viendrez dimanche pour lui en dire un peu plus. Patient, bonsoir, bienvenue. Et la question que je voudrais clairement vous poser, vous allez dérouler ce que vous voulez dérouler. Que doit-on faire clairement pour se défaire de ces nègres des maisons désormais identifiés? Est-ce que le fait de les identifier nous permet d'évoluer dans ce combat de libération de la CEDEAO? Merci beaucoup Fabrice pour cette invitation. Un bonjour particulier à l'ensemble du peuple africain, à la grande galaxie panafricaine à travers le monde, sans oublier, n'est-ce pas, la diaspora africaine et noire. Nous sommes à un nouveau virage. Un virage très important. Je ne peux pas vous continuer sans dire un bonjour particulier à mon ami et cher frère Maître Momo, de tous les combats dès le début de cette odyssée que constitue Afrique Média. Afrique Média a été une formidable initiative, j'allais dire endogène, pour ne même pas dire indigène, comme les autres aiment bien nous appeler, mais qui a démontré à la face du monde que les Africains pouvaient construire la résistance à leur continent face, n'est-ce pas, à des prédateurs hautement plus puissants, mais résister au point d'obtenir les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Et ces résultats, c'est l'expression la plus aboutie de la détermination du peuple panafricain, avec l'ensemble
de nos consultants, avec l'ensemble de tous ceux qui participent à enrichir ces débats et les réflexions qui vont avec pour pouvoir aider l'Afrique enfin de récupérer leur souveraineté. Alors je n'irai pas loin aussi sans oublier mes frères qui interviennent depuis Zoom, dont j'ai écouté avec attention beaucoup d'interventions tout à l'heure. C'est une très belle chose et je pense que la tournée de M. Macron en Afrique augure d'un nouveau virage dans le combat que nous menons depuis plus d'une décennie. On y revient juste après. Voilà. Donc c'est quelque chose de très très important. Alors, la question que me posait... Meki Africa, peut-être. Alors, Meki Africa, très rapidement, oui, ça a été une initiative. Meki Ya Africa, qui veut dire le sang de l'Afrique, et qui est aussi Dumbuya Africa, qui c'est en swahili, hein, Dumbuya Africa, pour donner une connotation panafricaine, n'est-ce pas, à ce collectif qui s'est dit, ok, le loup arrive dans la bergerie, nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas rester impassifs, il faut absolument essayer de mobiliser les Africains, mais surtout les Camerounais, puisque la première acte de sa tournée, c'était le Cameroun de Ruben Nyobe, le Cameroun de Madola, le Cameroun de Ernest Wandier, le Cameroun de Osenda Fana, le Cameroun de Watile, le Cameroun de Lamide de Kalfou, le Cameroun de Lok Priso. Ce Cameroun-là ne pouvait pas se taire. Ce Cameroun était obligé de dire à M. Macron, vous n'êtes pas ici en territoire comme qui, les années 50, c'est terminé, c'est révolu, c'est pour cela que nous avons lancé cette initiative qui s'est déclinée par plusieurs phases de lutte que nous avons vues. Et nous avons vu les résultats. Bon, d'abord, nous avons eu des concertations avec l'ensemble des panafricains qui ont pu être disponibles en ce moment-là. Et nous avons publié une déclaration qui est là, et donc je pense que tout le monde a eu. Ceux qui n'ont pas encore eu cette déclaration, elle est toujours là. Ils peuvent se rapprocher des patients Parfum Dôme. Nous avons fait sous forme de tract, et cette déclaration, nous l'avons distribuée un peu partout dans notre pays de Cameroun. Pour la faire sous forme numérique pour permettre à tout le monde. Aussi sur la forme numérique, je crois que vous l'avez. Ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent toujours vous contacter, ils l'auront, évidemment. Et nous avons participé dans un déploiement médiatique à expliquer pourquoi Macron ne venait pas en Afrique en ami, mais plutôt par le biais, c'était le représentant de cet impérialisme qui ne veut pas mourir et qui veut continuer à dominer notre continent, et les actions de masse, effectivement, que nous avons aussi lancées. Et je pense que c'est la raison pour laquelle vous avez vu tel un voleur que décrit la Bible. Ce monsieur, qui est souvent arrogant, est arrivé nuitamment, tel un voleur dans la nuit, et est reparti nuitamment. Et vous allez remarquer qu'il y a deux éléments qui ne trompent pas. Premier élément, même nos camarades qui étaient disposés à d'attendre pas l'aéroport, mais la poste centrale, jusqu'à 23 h, ont été dispersés par la police camerounaise, je pense, qui est très bien renseignée à la matière, et qui savait que les œufs pourris et les tomates pourries attendaient, n'est-ce pas, cet ennemi de notre continent, et ce raciste, parce que on va le voir lors du second débat contre l'Afrique. Et puis, le lendemain, son retour était prévu à 10 h. Là encore, il est reparti nuitamment, tel un voleur, parce que là, on va le voir plus tard, l'accueil camerounais, et je tiens à féliciter une fois de plus, n'est-ce pas, le président Paul Biya et son équipe, qui, bien qu'appartenant de manière historique à la famille Odojoula, n'a pas été insensible au travail des panafricains sur ce plateau depuis 10 ans et ont une posture nationaliste pour opposer à M. Macron, n'est-ce pas, un refus total à sa volonté de tordre la main et de tordre le cou au Cameroun en leur faisant accepter des propos et des narratifs qui sont les leurs. C'est ça la force du Cameroun. C'est ça qui donne aux Camerounais la possibilité de dire que même le pire des Camerounais, chaque fois qu'il est face à la défense des intérêts de notre pays, il revêt les habits de véritables nationalistes, et on l'a encore vu une fois de plus avec le gouvernement de Cameroun, à qui je dis merci et bravo pour avoir entendu notre cri, mais surtout pour avoir épousé cette ligne panafricaine qui fait la fierté du Cameroun aujourd'hui. Le panafricanisme nouveau est né au Cameroun. Il est né au Cameroun. C'est au Cameroun que la prétendue France libre est née. Le 27 août 1940, sans le Cameroun, la France n'aurait pas eu cette France libre. On reviendra au stade de fond en comble. Alors, c'est pour cela que nous sommes fiers de dire que l'initiative Meki Africa, qui veut dire le sang de l'Afrique sans langue... non, Meki Africa sans langue Ondo, Beti, n'est-ce pas, du Cameroun, c'est pour montrer la variété aussi, n'est-ce pas, de la richesse culturelle que nous avons. Ne s'arrête pas en chemin. Elle va faire un premier bilan de ce voyage de Macron,
Et elle a aussi pour intention de continuer à fédérer le maximum des Africains à travers notre continent et notre pays pour continuer ce combat noble pour qu'effectivement, à la fin, on puisse purger la question de contentieux historique qui oppose le Cameroun à la France, mais qui oppose aussi toute l'Afrique à la France. On va le voir avec ce que... Il a refusé clairement de répondre à cette question sur le contexte historique entre la France et le Cameroun. Mais même après, il faudrait que les historiens camerounais et français travaillent pour faire toute la lumière autour des prétendus, selon lui, massacres de son État sur le sol camerounais. On viendra avec nos mamans qui, pour certains, celles qui ont un peu de chance, ont encore la peau complètement, comment on dit ça, brûlée par les bombardements de napalm, et on dira donc à ces historiens que lui, Macron, aura choisi de pouvoir discuter avec nos mamans. Parce que nous, on n'aura même pas le temps de parler. Il y a tellement de choses que quand on le met sur la table, la France ne peut pas ouvrir sa bouche. Le napalm est une arme de destruction massive, il ne faut pas l'oublier. Les camps de concentration qui sont faits à Tchang, il ne faut pas l'oublier. C'est parce que le monsieur qui était en charge là-bas, Delaunay, a été fait prisonnier sous l'Allemagne nazie. Donc il n'a fait que reproduire au Cameroun exactement ce qu'il avait subi en Allemagne. Donc, non, on n'a pas de temps d'aller... On va revenir. Alors, maintenant, sur la question de M. Sissoko Embalo. Puisque nos ennemis sont déjà identifiés, c'est la réflexion que je voudrais vous relancer, puisque nos ennemis sont identifiés. Est-ce que maintenant, ça nous donne une véritable marge de manœuvre pour pouvoir clairement les mettre hors d'état de nuire? C'est la réflexion que je voudrais que vous puissiez, sur laquelle je voudrais que vous puissiez clairement vous appuyer. Alors, très rapidement, quand j'ai été reçu par les journalistes, une fois de plus, les journalistes français viennent donc voir à Makiza, parce que la première question qui était sortie, pourquoi il y a cette affaire qu'ils appellent le sentiment anti-français. J'ai dit, mais le sentiment anti-français, c'est pas nous qui l'avons créé. Il ne sort pas du ciel. Ce sont les faits, c'est le comportement, ce sont les agissements, c'est la violence, le viol, les assassinats, que la brutalité avec laquelle la France continue d'avoir des rapports avec notre continent qui nous frustrent. On n'invente rien. Et dans le cas de M. Sissoko Embalo, c'est encore ces agissements de la France qui revulsent le comportement des Africains et qui se posent, disent, mais ces gens-là, finalement, quand vont-ils enfin nous respecter? Alors, M. Sissoko Embalo est le président d'un pays qu'on appelle la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, c'est l'un des fleurons de la résistance africaine et panafricaine, qui avait à la tête de cette résistance le grand Abel Jassy, de son vrai nom Amilcar Cabral. Mais depuis un certain temps, le PAGC, c'est le nom de ce parti qui a été concerné, et la Guinée-Bissau, mais aussi le Cap-Vert. Qu'est-ce que la France a fait avec tous les services de renseignement et d'espionnage? C'était de semer la zizanie au sein de la Guinée-Bissau avec votre multipartisme des années 90 et créer maintenant, d'exagérer les antagonismes ethniques. Et c'est sur ce plan-là que vous allez voir venir M. Sissoko Embalo, un ancien militaire d'ailleurs. Quand j'entends qu'on va faire des task force anti-coup d'État, il oublie que lui-même c'était un ancien militaire. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une situation, parce que Embalo était comme ça, il était chancelant. On ne l'avait pas encore bien fixé, on n'avait pas encore bien, comment dire ça, quand vous êtes dans les fameuses loges là, comment intronisé. Non, bien travaillé pour que il est dans les loges que vous connaissez. On a créé en janvier dernier, pour faire vite, un coup d'État. Tout à fait. C'était en février 2022. Janvier-février, avec des troupes, et puis il y a un coup d'État. Pour l'emporter. Le coup d'État, il ne l'a pas emporté, mais vous vous souvenez sur le Tchad, il y avait un coup pareil, c'est le même modus operandi. Après, on est venu soi-disant au secours, on l'a sauvé, on a dit, bon, toi même tu vois. Si tu continues à dandiner comme ça, le prochain coup d'État sera le bon. Et rapidement, il tremblait. Macron lui a passé un coup de fil, le gars a pris l'avion, il était en France. Il a d'ailleurs dit que c'était sous invitation de la France. Les instructions lui ont été données à partir de ce jour-là. Donc depuis, c'est un pion par excellence de la France d'Afrique. Mieux. Vous savez que c'est tournant, la présidence de la CEDEAO. Tout à fait. Avec la crise malienne, il y a des voix là-bas au sein de la CEDEAO qui sont levées pour dire Mbalo, c'est pas épais. Il faut reconduire M. Nana Akufo-Addo. En fait, vous voyez comment le chantage, on procède par chantage, comme les autres font pour mieux domestiquer ceux qui n'en sont pas totalement sûrs. On a dit Mbalo, tu vois,
les gars ne peuvent pas te donner. Mais nous, on va peser de tous nos poids pour que tu puisses avoir ce poste de président de la CEDEAO. Et un deal a été fait. Mais à condition que tu sois l'un de nos principaux lieutenants pour combattre le Mali. Le Mali qui pensait donc, avec les visites de M. Ambalo, ancien militaire, avoir une oreille attentive à quelqu'un qui est passé d'abord comme militaire pour les civils, mais surtout qui donnait l'impression de comprendre que les sanctions, la CEDEAO contre le Mali, étaient contre-productives et pour le Mali et pour la sous-région, avait oublié qu'en réalité, c'était le cheval de Troie de la Centrafrique et de l'impérialisme français à leur cœur. Ce que vous avez vu à M. Sissoko Ambalo dernièrement avec la visite de Macron n'est que l'aboutissement de ce long travail. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours connaître le sens de la prospection. Il faut toujours voir loin. Il ne faut pas se limiter à aujourd'hui, moins qu'une visibilité qui se réduit à notre bout de nez. Il faut toujours être dans les constructions qui prévoient les coûts qu'on peut nous asséner dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et c'est ce que les autres font. Et le retournement total de M. Ambalo aujourd'hui est l'expression la plus aboutie de ce travail, n'est-ce pas, pour retourner les Africains et les mettre complètement à leur service. Oui. Et vous allez donc ouvrir les bras à votre frère parce que soi-disant il est africain comme vous, oubliant que c'est un pur ennemi. C'est long parcours, le coup fatal peut vous être porté. Donc, M. Ambalo fait un peu rire les Africains. Parce que ça, c'est derrière nous. On connaît ces expérimentations, ces expériences. C'est pas nouveau. Et puis, mais qui se méprennent, les mêmes qui lui font faire ce sale boulot, les mêmes vont l'abandonner. Les mêmes vont l'abandonner. Je donne des exemples. Des gens qui étaient plus costauds que lui. Le premier, c'est M. Blaise Compaoré. Regardez ce qu'il revient. Le beau Blaise. Le beau Blaise. Je ne sais pas. C'est clair aujourd'hui. Le deuxième que je peux lui donner comme ça, c'est M. Omar Bongo. On lui a même refusé le visa pour aller se faire soigner en France. Le troisième, il ne sait pas, je ne suis pas... comment dire ça, je n'ai pas tout déroulé, c'est le grand Mobutu. Oui. Vous avez vu comment le sort de Mobutu au Maroc pour ces derniers jours. Donc faites attention, chaque fois que vous êtes dans un complot contre votre propre peuple, votre propre continent, votre fin sera triste. Merci. C'est pour cela que nous pensons et nous disons haut et fort à M. Macron, quand je l'ai écouté avec M. Sissoko Ambalo parler des Africains, comme il a fait, vous savez, c'est un coup de pied dans l'eau. Les Africains ont déjà bien compris ce que vous voulez faire pour notre continent et nous serons vigilants et debout pour ne pas permettre que, n'est-ce pas, ce énième complot d'assujettissement, mais de mise entier du continent africain en esclavage ne pourra pas prospérer. Les années 50 sont derrière nous. Nous sommes en plein 21e siècle. Merci. Merci à vous, patients parfum d'homme. On a été rejoint par Célestin Diamène, président du parti de l'Alliance patriotique républicaine au Cameroun. Avant que de revenir à lui, Général Issa Diarra, puisqu'on parle du Mali, je préfère clairement que l'on puisse sortir par vous autour de ce fait d'actualité. La question, je l'ai posée tout à l'heure à Patient sur le plateau. Vos ennemis sont désormais identifiés. Est-ce que ça vous donne clairement des marges de manœuvre qui vous permettront à l'avenir clairement de vous défaire de cette pression occidentale qui semble clairement entourer et cadrer aujourd'hui votre pays? Que notre pays est une victime collatérale aussi, parce que l'Occident, son principal adversaire, son principal ennemi, c'est la Russie. La Russie, ensuite la Chine. Et tous ceux qui sont alliés, en tout cas, parce que n'oubliez pas une chose, j'ai tout le temps dit cela, je le répète, c'est toi à l'endroit de mes frères et jeunes africains qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Je parle de ceux qui ne comprennent pas encore. Principalement quand vous observez bien comment fonctionne la politique occidentale, c'est-à-dire nous autres Africains, le Mali aujourd'hui a fait un choix. On dit, mais pourquoi quitter la France et aller vers la Russie? C'est d'ailleurs le complexe de M. Ouattara, que la Russie est-elle, je ne sais pas, 10e puissance mondiale, 8e économie mondiale comme ça. Donc, lui, il est dans les classements. Mais les gens oublient qu'on a 5 pays membres permanents de l'ONU. Ces 5 pays-là ont droit de vie et de mort sur n'importe quel État au monde. Ça, c'est qu'il faut comprendre. Ce sont les 5 qui disposent du droit de veto. Nous avons un passé triple avec la France, avec l'Europe. C'est-à-dire, nous avons été esclavagisés, nous avons été colonisés. Donc, il faut faire un choix. Nous voulons nous affranchir de la France. Même ceux qui soutiennent Ouattara savent à leur fond intérieur
que la France est en train d'exploiter l'Afrique savent à leur fond intérieur que Ouattara est en mission. Et je ne pense pas que ce sont des gens qui aiment Ouattara. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous le soutenez en disant la vérité. Vous ne l'enfoncez pas dans les mensonges. Quand vous aimez une personne, dites-lui la vérité. C'est ça, le vrai amour. Et le courage, parce qu'il y a des gens qui nous aiment, qui puissent nous dire la vérité. Mais vous aimez une personne tout simplement parce que vous trouvez votre prix de condiment, vous attendez d'enfoncer la personne, ça c'est très grave. C'est plus qu'un crime ce qui se passe. Maintenant, il fallait faire un choix. Le choix c'est quoi? Nous ne pouvons pas nous aller aux Anglais. Les Anglais sont du côté des États-Unis de la France. Nous ne pouvons pas nous aller directement aux États-Unis, ils sont avec la France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir un pays, la Russie, bien sûr, qui a été un partenaire fiable pour le Mali. La Russie n'a pas un passé colonial au Mali. La Russie n'est pas dans un logiciel de l'exploitation de l'Afrique. Parce que nul ne peut s'affranchir de la France si vous ne vous adossez pas à un pays tel que la Russie, au risque de terminer comme Kadhafi. Donc, c'est pourquoi le Mali s'est adossé à la Russie, qui est un allié fiable. Et aujourd'hui, vous aurez de bonnes nouvelles dans ces jours-là, venant du côté du Mali, parce que nos avions de chasse vont arriver très bientôt. On parle jusqu'à des 6 chasseurs. Et ce sont des avions de dernière génération. Ce ne sont pas des MiG, mais des Sukhoi. Donc, nous avons trouvé un partenaire fiable. Nous sommes en train d'avancer. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit avec toute cette pression occidentale? Nous nous sommes préparés. N'oubliez jamais le 14 janvier 2022 ce qui s'est passé. C'était une marée humaine. Même les villages du Mali, les gens ont marché. Pour dire que nous sommes prêts à affronter les sanctions. Nous sommes prêts à tout affronter pour notre liberté, pour notre indépendance. C'est de cela qu'il est question. Nous savons que nous traversons des moments difficiles. Nous savons que nous allons traverser encore des moments difficiles. Il y a Général Issa Diawara qui semblait nous dire tout à l'heure, patient, et vous l'avez d'ailleurs voulu rebondir clairement une minute dessus, l'ennemi du continent africain, l'ennemi de la France, pardon, ce n'est pas la Russie, mais pour vous, c'est clairement l'Afrique. C'est l'Afrique qui est le principal ennemi de l'impérialisme occidental. Ce n'est pas la Russie. Le problème de la Russie, c'est qu'elle a fait le choix de venir en aide aux Africains comme elle a toujours fait, dans la quête de l'Afrique nouvelle, de se réapproprier de sa souveraineté. C'est pour cela qu'elle pose problème. Mais le principal ennemi de l'impérialisme occidental, c'est l'Afrique. Les 5 siècles d'esclavage, ce ne fut pas en Russie, hein? C'est nous en Afrique. Un siècle de colonisation, ce ne fut pas non plus en Chine, mais c'est chez nous en Afrique. Depuis pratiquement un siècle, on nous impose une monnaie nazie qu'on a imposée ni à la Chine, ni à la Russie. Donc, le principal ennemi de ces gens-là, c'est justement nous, les Africains, le peuple africain. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien conscients d'une chose. Le jour où l'Afrique se met debout, c'est une autre humanité que notre planète verra. Mais ils ont bien l'intention de nous maintenir dans ce que Samir Amin appelait la périphérie du monde, pour ne pas donner la possibilité à l'être humain de découvrir ce que c'est l'humanité et l'humanisme africain. D'où cette volonté et cette condescendance quand je vois M. Hollande, M. Macron, en plein cœur de Yaoundé, traiter les Africains d'hypocrites, on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais il faut être piloté pour le faire. Donc pour ces gens-là, nous sommes presque des gens qui sont entre l'homme, l'être humain et les animaux. Ils nous ont ravalé au rang de la bête. Vous ne pouvez pas dire que les gens à qui on a donné cette destinée ne constituent pas votre principal, j'allais dire adversaire. Nous sommes le principal adversaire. Et ils savent très bien pourquoi. C'est pour cela que la résistance panafricaine les gêne tellement, surtout parce qu'il y a l'intrusion de la Russie de nouveau dans cet espace pour aider les peuples qui veulent bien à s'affranchir de cette tutelle-là. Ce n'est pas parce que nous croyons que nous allons partir du maître esclavagiste qu'est l'impérialisme pour tomber les mains de la Russie, mais parce qu'ils ont l'impression qu'avec la Russie, le voile va finir par être déchiré et donner la possibilité aux Africains, même les plus aveugles, à pouvoir bien discerner et analyser la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est pour cela que je continue de dire attention aux Africains. Notre principal ennemi, c'est cet impérialisme occidental qui ne nous veut pas de bien, puisqu'ils n'ont pas fait ni hier, ni avant-hier, ni il y a des siècles et des siècles. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont commencer à nous aimer. D'où
j'ai été stomaqué d'entendre M. Macron dire on va former des ingénieurs agronomes en Guinée-Bissau, oubliant qu'ils ont aidé les Portugais à plomber complètement l'indépendance et la souveraineté de Guinée-Bissau. Amilcar Cabral était quoi? C'était un ingénieur agronome. Hein? Oui. Et l'ensemble de sa politique, c'était commençons d'abord par être indépendant sur le plan agricole, pour pouvoir nourrir notre peuple et faire notre révolution. Oui. Qu'on en soit aujourd'hui, avant une Guinée-Bissau qui dépend de l'air alimentaire étranger, c'est nous, leur principal ennemi, c'est nous. D'accord. C'est nous, ce n'est pas les autres, ils les en veulent parce qu'ils sont venus nous donner un coup de main. C'est tout le problème. C'est bien compris, bien précis d'ailleurs. À vous, très cher patient parfait d'homme.